Vous n'avez pas peur? Mais seulement vous n'avez pas toujours la visibilité. Mais vous n'avez pas non plus la vérité. Avec qui j'ai le grand plaisir et l'honneur de travailler sur un sujet que j'ai eu l'occasion de présenter plusieurs fois, c'est le sujet automobile, dont il a trouvé le titre, qui est Autonomie Mobilité, qui est un projet que nous faisons dans le cadre de la Fondation, qui a tendance à vouloir sortir, dont l'objectif est de sortir les personnes âgées des hôpitaux, en leur trouvant un lieu pour se refamiliariser avec les tâches domestiques d'une part, et également pour se refamiliariser avec des petits parcours urbains vers la boulangerie ou la pharmacie, en ayant des aménagements particuliers. Donc c'est un projet ambitieux sur lequel nous travaillons. Nous allons aussi chercher des partenaires pour le mettre en œuvre. Et je suis très heureux de travailler avec toi. Place à Gilles Berru, qui va se présenter. Donc c'est le président de la gérontopole des pays de Loire. Voilà. Et je voudrais lire la petite exergue du livre pour le présenter. Je pense que c'est une phrase qu'il aime bien, je sais. C'est une phrase de Houellebecq, dans l'extension du domaine de la lutte, qui dit « Plus généralement, nous sommes tous soumis au vieillissement et à la mort. Cette notion de vieillissement et de mort est insupportable à l'individu humain. Dans nos civilisations, souveraines et inconditionnées, elle se développe. Elle emplit progressivement le champ de la conscience. Elle ne laisse rien subsister d'autre. Ainsi, peu à peu, s'établit la certitude de la limitation du monde. » Je trouvais que c'était vraiment une description extrêmement poétique de ce qu'est le vieillissement. Cette notion que ce n'est pas une fin de l'individu, mais plutôt une limite du monde. Voilà. Merci beaucoup Jean-François. Merci à la Fondation AIA de me permettre de vous rencontrer. Merci à Emmanuel Godmer qui nous aide aussi au sein du Gérontopole dans nos activités. Merci à Soisy qui est toujours présente, attentive, active. Voilà, beaucoup de merci à beaucoup de gens qui sont fort sympathiques et qui fait que derrière les idées se tissent aussi des relations. Bonjour à l'équipe de Nantes, bonjour à l'équipe d'Angers et à celle de Lyon qui sont avec nous. Alors, vous voyez, j'habite sur une petite île à côté de la Loire, enfin au milieu de la Loire, comme c'est une île. Et ça, vous voyez, c'est le temps, il pleut un peu, il y a des endroits secs, des endroits mouillés, mais il y a de la route quand même, voilà. On a une perspective à tracer qui n'est pas forcément évidente, mais qui, par un certain nombre de paramètres, est obligatoire. Et donc, en faire une perspective et non pas une ornière, c'est un peu notre responsabilité collective. Et je vais, avec ma formation professionnelle, qui est celle de médecin, essayer de réfléchir avec vous quelles sont les conséquences collectives de ce que l'on pourrait essayer d'imaginer comme une anthropologie qui est liée à l'âge. La définition du vieillissement est vraiment pas très intéressante. Je la donne parce que finalement on est obligé de définir ce dont on parle. Processus physiologique et psychologique qui modifie les structures en fonction de l'organisme à partir de l'âge mûr. On sent bien qu'on est dans un flou sémantique de partout. On ne voit pas pourquoi on sépare le physiologique du psychologique. Vous voyez, on part de très très loin.
Et il faut quand même distinguer deux choses, parce que ça permet d'introduire la notion d'anthropologie, d'une gériatrie qui est une discipline universitaire qui s'occupe de la personne âgée malade, et d'une gérontologie qui est un regard sur la personne âgée à partir d'une discipline autonome par ailleurs. Donc il n'y a pas de discipline de gérontologie, c'est un aspect assez important en fait. Avec des champs qui sont assez différents, puisque finalement, quelle que soit la discipline, on peut avoir un regard sur la personne âgée. L'anthropologie est une branche de science qui étudie l'être humain sous tous ses aspects. Et finalement, vous allez me dire, mais dans ce cas-là, vous dites un peu la même chose que la gérontologie, finalement, c'est-à-dire que vous allez parler de la personne âgée sous tous ses aspects. Oui, mais en fait, le regard est inversé. C'est-à-dire que dans la gérontologie, on part d'une discipline pour regarder ces aspects particuliers du vieillissement. Et là, je vous invite, c'est à partir de la personne âgée pour voir en quoi, finalement, elles alimentent les disciplines. Et ce regard différent peut peut-être nous aider à envisager des notions différentes de celles dans lesquelles nous sommes un peu enfermés, et qui sont celles de la dépendance et du coût économique, sans finalement en voir l'ensemble des déterminismes. Et s'il y a un déterminisme absolu et incontournable, c'est bien la démographie. On peut toujours chanter ce que l'on veut, comme poème social ou politique ou philosophique. De toute façon, la démographie est incontournable, quoi qu'on fasse et quel que soit le temps. Et notre pyramide des âges en France, on va s'y arrêter 30 secondes. Vous voyez qu'ici, on a encore les traces de la guerre de 14, qui n'a pas été suivie par beaucoup d'enfants. Probablement que beaucoup de personnes étaient brisées pour partir dans un natalisme particulier. Et en plus, la crise des années 30, la crise de 29, et plutôt 30 pour la France, a même refait chuter le taux de natalité. Du fait que quand on arrive au moment de la drôle de guerre, on est dans un pays qui est atone du côté des enfants. Là, ce sont beaucoup d'enfants qui ne sont pas nés, en fait. Ce qui caractérise cette période-là, c'est l'absence d'enfants. Je vous signale que les personnes âgées qui sont présentes aujourd'hui appartiennent à cette génération peu nombreuse. On considère qu'il y a déjà beaucoup de personnes âgées, mais elles appartiennent à une génération de sous-natalité. Et elles sont nombreuses par une vie prolongée, mais pas parce qu'elles sont nombreuses à la naissance. Et puis surviennent les événements dramatiques de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, un accident démographique incroyable, imprévisible, unique et qui ne se reproduira plus. Une surnatalité incroyable qui va apparaître en 1945 avec un pays qui se reconstruit, un taux de croissance de PIB à plus 10% par an. Et ceci continue jusqu'à la guerre de Kippour, choc pétrolier 73. On a une sorte de parallélisme incroyable entre la croissance économique et la natalité. Alors il y a eu beaucoup d'ouvrages sur pourquoi il y a eu autant d'enfants à ce moment-là. Alors un monde nouveau, un faible contrôle des naissances, une envie de faire de l'avenir, une croissance technique qui permettait d'entrevoir pour ces enfants un avenir meilleur que ce qui a été connu avant, etc. etc. Le fait est, c'est qu'on a pendant 30 ans une surnatalité très très importante, suivie pour la France d'une natalité plutôt correcte, probablement en partie due à une ambiance favorable à la mère et l'enfant, on va dire. Une politique, voilà. On ne va pas résumer ça aux allocations familiales parce que ce n'est pas vrai. Ça aide, mais en fait, il y a aussi une ambiance favorable que ne connaissent pas d'autres pays d'Europe qui ont vu au cours de la même période leur taux de natalité chuter très fortement. Je pense à l'Italie, à l'Espagne, par exemple. Donc, lorsqu'on a un accident comme ça démographique, eh bien, ça ne disparaît pas dans les 20 ans qui suivent.
C'est-à-dire que cette barre qui est ici va monter, transformant progressivement notre pyramide en une espèce de botte de foin, comme on dit. Et en même temps, il y a une augmentation de l'espérance de vie qui a commencé avec l'amélioration de l'hygiène publique dans les années 1860-1880, la séparation des eaux usées, des eaux propres, les réceptacles du préfet poubelle, etc. Et puis, progressivement, une amélioration aussi de la qualité de vie des personnes pour, après 1945, une amélioration technique, une amélioration de l'hygiène et un certain nombre d'autres facteurs, que je ne vais pas détailler ici, mais qui fait qu'on a une croissance permanente qui se situe à peu près entre 2 et 3 mois supplémentaires par an. Alors, cette espérance de vie totale qui continue à monter, il faut l'atténuer par une espérance de vie sans incapacité qui monte moins vite, qui a même tendance à stagner depuis 2008, mais être avec incapacité ne veut pas dire mourir. Et donc, en termes de démographie et de nombre de personnes, eh bien, on a une augmentation permanente avec l'écart femmes-hommes que l'on observe dans tous les pays du monde, à l'exception d'un seul pays, mais sinon, il y a une différence de 10 ans entre hommes et femmes. Ce qu'il faut voir, ce qui est important d'avoir en tête, c'est le rendez-vous que la génération des baby-boomers nous a donné. Les baby-boomers nous ont donné comme rendez-vous 2027. En 2027, vous avez une augmentation très importante des plus de 85 ans, c'est-à-dire de ceux pour lesquels la situation va mobiliser des ressources collectives, quelle que soit la nature de ces ressources et les modalités de leur répartition. Mais ça, c'est le vrai rendez-vous qui nous est donné. C'est issu du rapport Charpin qui avait été demandé par la ministre Roselyne Bachelot au moment du débat sur la dépendance. Et là, on a une croissance très importante. Et on en aura fini avec cette génération, si je me permets de le dire comme cela, avec un peu d'ironie et beaucoup de tendresse, en 2125. Donc, ne pensons pas qu'il va y avoir beaucoup de personnes âgées, puis ça va retomber et on va s'occuper d'autre chose. Non. Quand je fais des cours à la fac, j'ai devant moi des étudiants en première année de médecine, je leur dis, mais ça va vous occuper toute votre vie. Vous serez parti à la retraite qu'il y aura encore un déséquilibre démographique. Donc c'est véritablement un enjeu parce que à partir de 2027, il ne s'agira pas de faire croire que ce n'est pas véritablement un problème dont il faudra s'occuper. C'est à peu près 3 à 4 points de PIB. Donc soit on essaye en même temps d'en faire un relais de croissance, d'en faire un lien entre les personnes pour maintenir les équilibres, pour maintenir une communauté, pour maintenir aussi une protection, soit on attend tout simplement 2027 pour se réveiller, et là ça va être un peu compliqué. Par exemple, quand on construit un hôpital, eh bien, j'arrive un peu dans un contexte particulier, puisque nous sommes dans le contexte de la construction d'un hôpital, et que je vois que l'ouverture de l'hôpital annoncée 2027, je me dis, tiens, c'est intéressant, ça va être vraiment un hôpital, tout est fait pour les personnes âgées, c'est évidemment central. Ils ont pensé du sol au plafond, à la dépendance, à l'intergénération, forcément, c'est central. Voilà, je vous laisse deviner que il y a une préoccupation naissante, mais qui déjà aujourd'hui, le fait qu'elle soit que naissante est déjà un peu un retard. Donc il y a une accélération du temps, c'est un peu le message de ce côté-là. Alors, ma formation médicale va faire que je vais vous imposer 2-3 diapositives, mais simplement pour vous faire comprendre quelque chose qui nous concerne tous, en particulier en France, c'est la perception que nous avons finalement de notre personne, c'est de l'anthropologie. On a appris que le cerveau, il servait à faire la motricité, il servait à faire la sensibilité, il servait à voir, entendre, la sensorialité. On nous a appris que probablement c'était le siège de notre psychologie,
qui, sous nos cieux français, est devenu très majoritairement analytique pendant très longtemps, en tout cas dans une intelligentsia, et probablement le cœur antique s'est déplacé vers le haut pour être aussi le lieu de l'affectivité. Donc on sent bien que cet organe cerveau, il sert à ça, et on a une perception de notre cerveau à travers ces repères-là qui sont partagés. Mais en fait, on est passé un peu à côté d'une autre histoire. Ça, c'est un Parisien, Broca, qui d'ailleurs avait piqué un peu l'idée à quelqu'un de Sommières, le docteur Dax, qui est le premier à avoir décrit qu'une lésion située ici dans le cerveau empêchait de pouvoir dire des mots. Et donc, on venait de créer une relation entre une fonction qui était autre que les caractéristiques que j'ai énoncées tout à l'heure et une localisation. Évidemment, on a commencé à vouloir cartographier l'ensemble du cerveau pour que chaque zone puisse faire soit de la vision, soit de l'audition, soit de la mémoire, etc., etc. Et on a tout cartographié. Et là est née finalement la cognition, c'est-à-dire un cerveau qui n'est pas là pour faire uniquement de la motricité, de la sensorialité, de la sensibilité, de la psychologie, mais qui est fait pour faire du cognos, c'est-à-dire de la connaissance. Connaissance de l'environnement, connaissance des autres, connaissance de soi-même. Et c'est là que ça devient assez intéressant, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a un cerveau qui est assez instrumental, qui va nous permettre de faire de la mémoire, du langage, du calcul, des gestes, des mouvements, du comportement. Ça, ce sont les troupes, les régiments, les effecteurs. Et puis devant, on a le général en chef, le grand stratège, le lobe frontal, qui occupe pratiquement le tiers du cerveau, et qui, lui, s'occupe une partie des émotions et les fonctions exécutives. Et ces fonctions exécutives sont peu connues, ne sont pas toujours recherchées, même dans des centres sanitaires, même quelquefois dans des centres spécialisés hors des centres mémoire. Ces fonctions exécutives, c'est le parent pauvre de notre connaissance de la personne. C'est le parent pauvre de notre culture commune, comme l'est la cognition. Parce qu'en fait, nous pensons bipartite. Nous pensons notre corps, notre être en deux segments, bien séparés, bien étanches, le psyché et le soma. D'ailleurs, c'est un héritage assez facile d'une ancienne répartition bipartite qui était le corps et l'âme, qui a fait Florès au IVe siècle. Et donc, nous sommes bipartites, nous pensons bipartites, et d'ailleurs, quand il y a la moindre chose du soma qui vient perturber le psyché ou l'inverse, on trouve que c'est une anomalie terrible. Avoir une douleur abdominale la veille d'un examen, c'est vraiment une anomalie insupportable. Tout d'un coup, le psyché et le soma se sont parlé. Et donc là, on est vraiment complètement verrouillé là-dessus. Et le psyché, on a le droit au psyché, à condition qu'il soit un peu analytique, je plaisante, mais quand même, mais surtout pas qu'il parle d'autre chose, et que ce psyché parle au minimum du soma, qui doit faire sa matérialité dans son point. Et on a ici, qui entretient l'étanchéité par son invisibilité, un espace virtuel qui est la cognition. C'est-à-dire comment les fonctions cognitives fonctionnent bien, qu'elles font du langage, de la stratégie, de l'élaboration de plans, qu'elles nous permettent de faire finalement notre vie quotidienne, qu'elle vient comme gardien du temple de la séparation du psyché et du soma, eh bien, on ne se rend même pas compte qu'il y a les fonctions cognitives. Maintenant, imaginez que vous avez des petites difficultés cognitives. Oh, pas grand-chose. Un mot de temps en temps qui vous échappe, une difficulté à vous organiser dans la journée ou dans le temps, à oublier un peu les rendez-vous, une difficulté quelquefois aussi à comprendre des choses un peu complexes, voire à faire des opérations intellectuelles abstraites. Vous voyez, vous n'êtes pas du tout un dément, vous n'avez pas du tout une maladie particulière, vous avez simplement un âge qui fait que la cognition est un peu plus faible. Et là apparaît la perméabilité du psyché et du soma.
On va prendre deux exemples. Comment fait-on le travail d'un deuil quand la cognition fonctionne mal? Comment on apprend l'absence quand la cognition fonctionne mal? C'est toujours plus compliqué. Comment on perçoit son corps dans l'espace quand la cognition fonctionne mal, etc. Et là, vous avez une répartition qui est particulière, qui est originale, qui n'est pas forcément la nôtre, et que finalement, de très nombreuses personnes âgées qui n'ont pas de maladie cognitive particulière, qu'on ne va pas pouvoir étiqueter, vont être obligées de travailler avec cette nouvelle anthropologie, de travailler différemment le psyché et le soma. Et ça, c'est un élément très important, puisque le cognitif, c'est la relation à l'environnement, à l'espace et aux autres. Ça va nous intéresser pour concevoir peut-être l'habitat et la ville de demain. Alors, derrière ces chiffres-là, et souvent en gériatrie, je suis un peu malheureux, parce qu'une fois qu'on a dit qu'il y a plein de vieux qui vont courir partout et qu'on ne saura plus quoi en faire, on a réglé le problème de l'introduction d'un problème personnes âgées. Mais ce ne sont pas des nombres, ce ne sont pas des fantassins habillés tous pareils, marchant au pas. De quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Il s'agit d'abord de personnes qui sont très jeunes, vieux, puisqu'il n'y a que 38% des Français qui travaillent entre 55 et 64 ans. Donc si on est défini comme vieux quand on arrête d'avoir un travail régulier, bienvenue au club. Il va y avoir beaucoup de monde. D'autres pays, comme la Suède par exemple, c'est 68%. Je ne prends pas l'exemple sur le Japon parce que le vieillissement au Japon est un véritable problème, pas du tout anticipé et catastrophique. Mais pour nous, en tout cas, ça nous interroge sur de quelle vie parle-t-on? Alors si finalement je mets comme ça sur une ligne ce qui s'est créé, il s'est créé tout d'un coup finalement un temps nouveau. L'enfance, on voit, on n'a pas besoin de s'expliquer. L'adolescence, c'est un peu plus flou, hein, ça finit assez tard, je vois avec mes enfants. L'adulte, la maturité, on voit en gros ce que c'est. Et puis, le travail est fini. Alors je ne donne surtout pas d'âge légal, parce que ça ne correspond pas du tout au réel. Voilà, le travail est fini. Alors, après le travail, c'est la dépendance? C'est ça qu'on a à proposer? Ça fait 15 ans qu'on nous dit que le vieillissement, c'est la dépendance, que le problème des seniors, c'est la dépendance, et on ne parle que de la dépendance. Mais la dépendance, c'est 17% des plus de 80 ans. Donc ça veut dire que si on parle que de la dépendance, on oublie que 83% des gens, c'est peut-être pas un bon marqueur. Et en plus, ça dure 18 mois. Donc finalement, on a créé, avec le temps, un âge nouveau, que j'ai appelé l'âge de la longévité, on peut l'appeler autrement si on veut, mais en tout cas un âge qui aujourd'hui n'a pas encore d'identité, où on n'a plus de travail régulier, où on n'est pas dépendant, où on fait le tour du monde, en tour opérateur, on fait des loisirs, on est élu de son village, on est président de l'association des protecteurs des oiseaux, ou des pêcheurs de l'Othion, c'est un petit village de par chez moi. Bref, on fait plein de choses, on a une fécondité sociale qui est considérable, on garde les enfants, les petits-enfants, on aide partout, mais on n'a pas d'existence légale, on n'a pas de reconnaissance, on n'existe pas. Et pourtant, l'action de l'État a besoin des associations, sinon il n'y aurait pas d'action de l'État dans le domaine social, par exemple. Rien ne pourrait tourner s'il n'y avait pas cette génération. Mais cette génération-là, finalement, elle reste inconnue. Nous avons, par les progrès, créé un autre temps de la vie, et nous ne savons pas quoi en dire. On est dans un vide sidéral, avec aucune rentabilité à cette absence d'identité, alors que c'est un âge, au contraire, de productivité. Et il y a aussi autre chose, j'ai promis à Jean-François que je parlais de Jules et Philippe, donc je parle de Jules et Philippe. C'est-à-dire que être âgé ne veut rien dire, ça dépend de quelle génération on appartient. Il y a la génération des Jules. Les Jules qui ont fait la guerre de 14 représentent
le paradigme de la personne âgée. C'est-à-dire, Jules, c'est un rude gaillard. Quand il est né, il y avait une mortalité infantile considérable. À son époque, il n'y avait pas d'antibiotiques. Donc pour survivre, déjà, il fallait avoir un système immunitaire solide. Bon, quand tous les copains tombaient au front, Jules, lui, était debout. Donc Jules, il a une psychologie de béton. Jules, il est très régulier dans son boulot, dans ses habitudes, dans son affectivité, dans son lien familial élargi. Voilà, c'est Jules. Et Jules est véritablement un paradigme pour nous tous. Inconscient, certes, qui s'efface un peu, mais qui reste très très présent. Et maintenant, si je vous dis que le vieux, il s'appelle Philippe, tout de suite on se dit non, ça ne va pas avec vieux Philippe. Jules, oui, on voit, mais pas Philippe. C'est vrai que Philippe n'a rien à voir. Philippe, il est né en 1945. Il a été inondé d'antibiotiques, de lait. Il n'a pas la même taille d'ailleurs que Jules, parce qu'il a été mieux nourri d'activité physique. Il est né quasiment en même temps que la médecine du travail et la sécurité sociale. Il est dans un régime de protection. Et il dit que tout ce qui était avant était nul. Et que lui va faire des choses super. Mais vous pensez qu'à 80 ans, Philippe ne pense pas qu'avant c'était nul et qu'il va faire des choses super? Mais si! À 80 ans, Philippe vous raconte que lui va créer la vraie maison partagée, unique, innovante, alors qu'avant c'était vieux ringard. Il n'a pas bougé, Philippe. Et donc la personne âgée de demain, qui sont des Philippe et des Brigitte, hein, évidemment. Parce que Jules était avec Yvonne, Marguerite et Suzanne, mais Philippe est avec Brigitte. Philippe et Brigitte, eh bien, eux, ils vont faire du neuf. Et donc, concevoir aujourd'hui l'hôpital qui va ouvrir en 2027, ou la maison de retraite qui va ouvrir dans 10 ans, sans penser à Philippe, c'est une erreur. Jules, lui, était habitué à une maison de retraite qui ressemble à une caserne, qui ressemble à un lycée républicain, qui ressemble d'ailleurs à un monastère. Un couloir, des cellules, pas de problème. La vie en collectivité, quand il y a de la bouffe tous les jours, déjà, c'est du luxe. Mais Philippe, il faut un espace de vie convivial, des coussins par terre, une guitare. Quand la bouffe est mauvaise, on fait un sitting. Il y a une exigence de soins, de reconnaissance, d'autonomie, de consentement à donner, etc. Et donc tous ceux qui partent sur un modèle gériatrique pour des Jules, en pensant que ça va résister à la tempête de 2027, se trompent. Il faut évidemment qu'on révise en profondeur, pas uniquement l'architecture, mais aussi tous les usages. Et on retrouve ici Jules et Philippe, ils ont pris un peu d'avance, parce qu'ils ne sont pas encore, voilà, mais qui ont envie d'être au soleil, de faire des choses, voilà, quand vous allez en week-end au bord de la mer, eh bien, en dehors des vacances scolaires, voilà, vous êtes entouré de personnes qui goûtent le soleil après un temps du travail. Mais ceci, finalement, nous invite à repenser beaucoup de choses. C'est-à-dire que notre modèle, par exemple, de santé, qui est quelqu'un en bonne santé qui fait un événement, il devient malade, voilà, c'est assez clair, devient maintenant un processus progressif qui est lié au vieillissement. Cette performance va s'aggraver progressivement liée à une maladie chronique, et à l'intérieur de ce double mouvement survient l'événement. Et donc la démarche diagnostique n'est plus la même. Et le modèle du paiement à l'acte qui va résoudre le problème à un temps donné, vous avez mal au ventre, voici une pilule contre la douleur, au revoir, ça ne marche plus. Nous avons changé complètement de modèle. C'est-à-dire que plusieurs maladies chroniques vont être présentes chez la même personne qui a fait son infarctus, qui a du diabète, qui a une artérite des membres inférieurs, etc. Et c'est cette lessiveuse-là, décrite par Ferrucci, de toutes les maladies chroniques, qui va faire que l'état physiologique de la personne, passant dans ce tambour, va avoir
un pronostic fonctionnel, cognitif, une qualité de vie modifiée. On est tout à fait sur une autre médecine. Et donc ça veut dire que depuis la fac de médecine, il faut qu'on repense complètement le modèle nosologique. On en est très très loin. Et du fait que le modèle dit hippocratique, c'est-à-dire d'Hippocrate, fondé sur le diagnostic, la pathologie, l'identification, et le modèle économique qui est lié aux médicaments, qui est lié au paiement à l'acte, et qui est le problème d'un management d'une maladie, qui est vraiment le mainstream de toute la pensée, de tout le modèle économique, va progressivement s'estomper, va tomber caduque au profit d'un modèle de conséquences de la maladie, d'aménagement, d'accompagnement, qui va être le management d'une situation et non plus le management d'une maladie. Alors c'est ce qui en France a été figuré par le parcours de santé, par la Haute Autorité pour l'avenir de l'assurance maladie, avec un texte remarquable d'ailleurs, le rapport de 2010 de l'HCAM, c'est le sigle de cette haute commission. Mais le parcours de santé, aujourd'hui, est un peu exhibé comme le mot-clé facile, mais on n'a pas encore complètement perçu que ça allait être un changement complet de modèle, et pas simplement de manière de faire pour les docteurs, mais aussi de modèle économique. Et puis une nouvelle exigence, c'est que c'est bien gentil, j'accepterai l'aide dont j'ai besoin, mais commencez par répondre à mes attentes. C'est-à-dire qu'il faut que notre travail en tant que médecin, en tant que soignant, en tant que travailleurs sociaux, en tant qu'accompagnement de la situation, soit d'abord fondé sur l'attente de la personne. Cette attente, pourquoi? Parce que la personne âgée baby-boomer voudra d'abord que dire son mot et non pas répondre à une injonction en disant « c'est bon pour vous ». Ça marchait avec Jules. Prenez de l'huile de foie de morue. Ça sent mauvais, mais c'est bon pour vous. Il avait l'habitude, Jules, avec ça. Mais Philippe, ça ne marche pas. Et donc, finalement, il va falloir qu'on imagine les choses et qu'on fasse du neuf avec du vieux, comme on dit, c'est-à-dire qu'on arrête de penser que la personne âgée est un vieux problème et qu'on va pouvoir faire du recyclage d'idées un peu fatiguées, ça suffira pour les vieux, comme on fait pour un vieux fauteuil qu'on repeint et on va le donner à la maison de retraite. Eh bien ça ne marche pas. Il va falloir qu'on imagine que la personne âgée est une terre inconnue qu'il va falloir découvrir ensemble, et non pas en étant un peu fatigué, mais en ayant envie véritablement de réussir le pari considérable qui est une modification de la structure d'âge, une contraction des moyens financiers et des capacités de redistribution, une problématique environnementale qui est unique, et pas que les énergies fossiles, qui est globalement unique et vous en êtes très sensible, et puis de l'évolution de l'anthropologie auquel on va avoir affaire, qui est nouvelle. Et là, on a les mots de gérontechnologie, j'emprunte cette diapositive au professeur Franco, secteur d'application, objectif, santé, sécurité, habitat, vie quotidienne, mobilité, transport, communication, autogouvernance, c'est-à-dire redevenir acteur de sa santé, se surveiller soi-même, alerter quand nous on veut, et non pas qu'on nous l'impose, activité, travail, occupation et loisirs. On a véritablement les technologies qui ne vont pas être des gadgets pour mesurer le nombre de pas qu'on a fait pour aller au boulot, ça c'est mignon, mais pour demain c'est véritablement un élément essentiel de la qualité des soins et de l'autonomie des personnes. Avec une domotique, un habitat dit intelligent, c'est-à-dire un habitat qui puisse à la fois s'autoréguler et en même temps permettre à la personne de rester maître de son domus, et ça c'est un enjeu très important, hein. Autonomie et capacité, c'est un vrai problème. Et derrière ça, finalement, c'est qu'on sera en télémédecine permanente, c'est déjà le cas. C'est-à-dire avec tout ce que peut faire un iPhone, par exemple, ou un autre smartphone, pour ne pas faire de publicité, on peut déjà avoir une véritable centrale d'alerte sur soi. Donc la télémédecine, encadrée en consultation par les règles, etc., avec l'Agence régionale de santé qui fait un projet régional de télémédecine, ça c'est une chose, et c'est bien que ça se fasse comme ça, et c'est utile pour la sécurisation des données.
Mais en même temps, la vie réelle, c'est que ça va être complètement débordé par un envahissement total d'une télémédecine permanente. Et si il y a de la non-autorisation d'avis médicaux par téléphone en France, eh ben on fera ça avec des sites à l'étranger, et de toute façon, ça sera débordé. La régulation ne se fera pas par la règle. Elle se fera par un usage. Et puis, à l'intérieur de cela, la question qu'on s'est posée au Gérontopole, c'est, alors il y a ça déjà 6 ans maintenant, c'est que l'enjeu de demain pour la personne âgée, c'est la proximité, et la proximité, c'est le territoire. Et donc, il y a véritablement une sorte de cohérence, de synergie entre une réflexion de territoire et une réflexion personne âgée. Alors, c'est vrai qu'avec la reconfiguration des régions, la reconfiguration des communautés de communes, le grand chambardement qu'on va connaître bientôt, la question du territoire émerge comme une question d'actualité. Sachons harmoniser et mettre ensemble notre réflexion diagnostic territorial et modification des structures de population. On a par exemple fait un tel diagnostic dans une petite commune des bords de Loire qui s'appelle Bouche-Maine, c'est-à-dire l'embouchure de la Maine et de la Loire. Croisement des données environnementales, sociales et sanitaires, rencontre des acteurs pour un diagnostic partagé, ce n'est pas un diagnostic qui s'applique aux personnes, c'est un diagnostic que l'on co-construit, et décision politique qui est nourrie en fait par ce diagnostic, avec des travaux notamment du professeur Pillet de l'Université d'Angers sur les accessibilités. Plus la couleur est foncée, moins c'est accessible par rapport aux services. Et donc un véritable diagnostic territorial, non pas fondé sur simplement les reliefs ou les densités, mais aussi sur qu'est-ce qu'il faut à une personne pour aller chercher son pain, quel est le périmètre d'accessibilité et d'autonomie restante, comment aménager l'espace pour que le maximum de personnes puissent être en situation d'autonomie sur des services essentiels. Et après une réorganisation des hypothèses, en fonction de grands champs avec des sous-propositions qui permettent aux acteurs et aux élus de pouvoir faire une bonne décision sur une projection des données sanitaires, sociales et du diagnostic à 10 ans. Au-delà, c'est très difficile de le faire, mais déjà, au moins que lorsque l'on s'endette dans une commune pour construire de nouvelles structures, de nouveaux équipements, eh bien, on s'est donné le maximum de chances pour que dans 10 ans, ces équipements-là soient toujours valables. 30% de personnes de plus de 60 ans jusqu'en 2125, et pratiquement dans tous les pays du monde, parce que les continents comme l'Afrique ont une proportion de personnes âgées qui augmente beaucoup plus vite que chez nous. Donc ce n'est pas un problème de vieux pays, c'est que dans le monde entier, il y a un vieillissement très important. Un exemple, il y a 27 millions de déments dans le monde. Aujourd'hui, en 2024, ils seront 84 millions, et dans tous les pays. Et donc, il faut aussi avoir une réflexion qui se porte au niveau d'instances internationales, avec un aspect aussi des droits de la protection en particulier. Probablement qu'on a affaire, je ne sais pas si je vous ai convaincu, j'en suis convaincu, j'ai peut-être pas eu les mots pour le faire, mais d'une anthropologie nouvelle. Ce sont des personnes qui ont une relation au temps, une relation à autrui, une relation à eux-mêmes, qui s'est progressivement modifiée. Et on ne pourra pas faire l'impasse pour que les produits et les services soient adaptés. Donc, dans un regard marchand, c'est qu'il y ait un client en face. Dans un regard de service, c'est qu'il soit utile, mais les deux vont ensemble. Un produit inutile, il fait cheat, et un produit utile, c'est un produit qui se vend bien. Habitat et territoire qui me semble complètement en collusion totale. Comment penser l'habitat si on ne pense pas ce qui est autour de l'habitat et les services qui vont avec. Et puis derrière cela, une invitation avec cette capacité fabuleuse des personnes âgées à faire du lien entre les personnes. Ils ont une sorte de magie extraordinaire à mettre ensemble les personnes. C'est un ciment social et il faut vraiment qu'on saisisse cette chance de faire communauté, de faire vie ensemble avec dépassement de différences quelquefois qui s'exaspèrent autour de ces personnes âgées qui nous invitent
parce qu'elles sont au-delà du temps du travail, au-delà des enjeux de la performance, au-delà des égos. Elles nous invitent tout simplement à être ensemble et heureux d'être ensemble. Je vous remercie pour votre attention.